Salut à tous. Pendant des décennies, l'Iran a construit sous terre quelque chose qu'il croyait capable de le rendre intouchable. Il ne s'agissait pas simplement d'installations militaires, mais de villes souterraines creusées dans la roche sédimentaire dure et les formations salines sous l'île de Keshem et le littoral qui s'étend vers Bandar Abbas. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a construit un réseau de tunnels s'étendant sur des dizaines de kilomètres, remplis de missiles de croisière anti-navires, d'armes balistiques, de vedettes d'attaque rapide et de l'infrastructure de lancement nécessaire pour déployer tout cela en même temps. Il les appelait des villes de missiles. Ce nom n'était pas exagéré. L'Iran croyait que tant que ces armes restaient sous terre, aucun satellite ne pouvait les détecter, aucun radar ne pouvait les suivre et aucune frappe aérienne ne pouvait les atteindre. D'une certaine manière, cette croyance était juste. Tant que les armes restaient sous terre, elles étaient en sécurité, mais les États-Unis n'avaient pas besoin de trouver les tunnels, ils avaient besoin que l'Iran les ouvre. Et la nuit où cette décision a été prise à Téhéran a changé pour toujours la réalité stratégique dans le détroit d'Ormuz. C'était presque une leçon de stratégie trop subtile pour une phrase de meeting à la Trump, là où être dur signifie souvent prononcer le mot assez fort pour pouvoir sauter les détails. 3 destroyers américains lance-missiles traversaient le détroit en direction du golfe d'Oman dans le cadre d'une opération américaine d'escorte navale. Pour le CGRI, voir ces navires avancer dans des eaux qu'ils prétendaient contrôler depuis des années était devenu insupportable, surtout après des semaines à voir le blocus dévorer ses revenus et sa crédibilité. Le moment semblait se présenter comme une occasion. Il y avait une présence américaine suffisamment proche pour être menacée. Il y avait un désaccord interne entre les États-Unis et les États arabes du Golfe, créant ce qui ressemblait à une fissure dans la coalition. Pour un commentateur pro-Trump, chaque fissure devient généralement une grande ouverture, de préférence annoncée, avant même que quelqu'un vérifie s'il y a réellement une porte. Les commandants du CGRI ont calculé que les Américains étaient divisés et que c'était là leur fenêtre, mais ce n'était pas une fenêtre, c'était une porte vers un piège conçu précisément pour eux. Ces 3 destroyers n'étaient pas dans le détroit pour être défendus. Ils servaient d'appât. Ils avaient été placés là pour être attaqués. La seule chose dont les États-Unis avaient besoin pour détruire les villes de missiles souterraines accumulées pendant des décennies, c'était le moment où le CGRI ouvrirait les portes. Les satellites américains pouvaient suivre les points de lancement en temps réel, les systèmes américains de guerre électronique pouvaient cartographier les signatures radar actives dès l'instant où elles s'allumaient. Les avions de frappe américains, en rotation de ravitaillement en vol au-dessus du Golfe, étaient prêts avant même que le premier missile iranien quitte son lanceur. Le plan n'était pas d'attendre que l'Iran attaque pour ensuite répondre. Le plan consistait à pousser l'Iran à exploser ce qu'il avait caché sous terre, puis à détruire ses positions dans les secondes séparant le lancement de l'impact. Aucun pupitre à lettres dorées n'était nécessaire, le piège fonctionnait mieux sans discours de campagne accroché dessus. Le CGRI a tout activé simultanément. Des essaim de drones kamikazes ont décollé de leur position dissimulée. Une combinaison de missiles balistiques et de missiles de croisière a été tirée depuis les positions côtières reliées aux bases souterraines. Des vedettes d'attaques rapides armées, les navires que les gardiens appelaient les guêpes rouges, sont sortis de leurs entrées portuaires souterraines et ont accéléré vers les navires américains. L'ensemble de la doctrine de déni d'accès maritime du CGRI, cette stratégie visant à submerger de grands navires de guerre par des attaques en essaim simultanés et multivectoriels, a été activée en une seule vague coordonnée. Rien n'a atteint sa cible. Le système de défense antimissile balistique Aegis, conçu pour suivre simultanément des centaines de menaces entrantes, évaluer le profil de danger de chacune et lancer des missiles d'interception en quelques secondes, a traité toute la vague d'attaque et l'a détruite dans les airs au-dessus du détroit d'Ormuz. Les essaims de drones ont été incinérés. Les missiles de croisière ont été abattus. Les vedettes d'attaque rapide sorties des entrées portuaires souterraines ont été envoyées au fond de la mer avant même de pouvoir réduire la distance avec les destroyers. Quelque part, un studio favorable à Trump aurait appelé cela une
domination totale, 3 fois avant même que la carte ait fini de charger. Il n'y a eu aucun dommage, aucune perte du côté des forces américaines. Le CGRI avait ouvert les portes de ces villes de missiles et les États-Unis attendaient exactement ce moment. Les frappes de représailles qui ont suivi n'ont pas été improvisées. Elles constituaient la deuxième moitié d'une opération dont la première moitié était l'appât. La sélection des cibles était directement liée aux positions que le CGRI avait exposées pendant son attaque. Les réseaux radars qui s'étaient activés pour soutenir le ciblage, les rampes de lancement d'où les missiles étaient sortis, les entrées portuaires par lesquelles les vedettes d'attaque rapide étaient passées, et les centres de commandement qui avaient coordonné la vague d'assaut, tout cela avait été localisé en quelques secondes au cours de l'engagement. Tout cela est devenu la liste des cibles. Bandar Abbas a brûlé. Ce port était le quartier général principal des forces navales des gardiens de la Révolution, l'installation depuis laquelle toutes les opérations navales dans le Golfe étaient gérées, et le foyer des grandes plateformes qui donnaient au CGRI ce qui lui restait de présence de surface après les opérations précédentes du conflit. L'infrastructure navale souterraine, construite à une profondeur exceptionnelle sous Bandar Abbas, une infrastructure qui avait survécu aux séries de frappes antérieures précisément parce qu'elle n'avait jamais été entièrement exposée, était désormais ciblable parce que l'attaque avait forcé son activation. Les dépôts logistiques, les centres de commandement et les batteries de missiles ont été frappés. C'est le genre de résultat qui fait sonner la pression maximale, moins comme une doctrine que comme une étiquette collée sur ce qui vient d'arriver 5 minutes plus tôt. Le complexe souterrain de l'île de Kechem a été frappé au point où il s'était ouvert vers l'extérieur. Le réseau tunnel creusé dans les formations géologiques de l'île représente l'un des plus importants projets de construction militaire souterraine de l'histoire moderne. Mais un tunnel qui lance des missiles à une entrée, et une entrée utilisée pour lancer des missiles vers des navires de guerre américains dans des eaux internationales, peut être scellée de façon permanente par des munitions de précision, sans qu'il soit nécessaire de pénétrer la structure souterraine renforcée elle-même. Les bombes américaines ont scellé ces entrées. Les missiles à l'intérieur de ce réseau de tunnels n'avaient pas besoin d'être détruits, ils étaient piégés. Les formations géologiques qui rendaient les tunnels indétectables étaient désormais les murs de l'emprisonnement permanent de cet arsenal souterrain. La base navale de Syrie, les positions de Bandar Kamir, ainsi que les sites de lancement de missiles et de drones le long du littoral ont tous été ciblés en fonction des signatures qu'ils avaient produites lorsqu'ils avaient été activés pendant l'assaut. Le CGRI avait résolu le problème du renseignement américain en utilisant ses propres armes. Chaque point de lancement s'est identifié lui-même. Chaque radar qui s'est allumé pour soutenir l'attaque a été localisé. Chaque entrée portuaire qui s'est ouverte a été cartographiée. Même la machine de communication pro-Trump la plus loyale aurait du mal à appeler cela un mystère. Les cibles se sont pratiquement enregistrées elles-mêmes. La doctrine de déni d'accès maritime que les gardiens de la Révolution avaient passé des décennies et des milliards de dollars à construire a été réfutée en une seule nuit d'engagement. Ce n'était pas simplement parce que la technologie américaine est théoriquement supérieure, même si elle l'est, c'était parce que cette doctrine a été testée face aux capacités réelles d'un adversaire, qu'elle avait précisément été conçue pour vaincre, et que ce test a produit 0 dommage contre les forces américaines tout en exposant l'infrastructure de lancement à la destruction. L'architecture aérienne qui a soutenu l'opération de représailles révèle l'ampleur de la préparation américaine qui l'avait précédée. Avant l'engagement, des avions de ravitaillement en vol avaient déjà décollé depuis des bases de la région, créant un pont de carburant dans le ciel qui permettrait aux avions de frappe de maintenir des opérations soutenues plutôt que d'effectuer de simples passages uniques. Des avions ravitailleurs quadrimoteurs étaient positionnés simultanément sur plusieurs routes. Un tel niveau de prépositionnement exige des heures de préparation. Cela suggère que le côté américain avait anticipé l'attaque avant qu'elle ne se produise, que le renseignement avait indiqué que les intentions du CGRI se dirigeaient vers l'action et que la réponse était déjà en place lorsque le premier drone iranien a décollé de sa plateforme de lancement.
Une préparation comme celle-là ne tient pas facilement dans une fanfaronnade de campagne de 10 secondes, ce qui explique peut être pourquoi la fanfaronnade arrive généralement après que les professionnels ont déjà fait le travail. La présence militaire américaine qui a rendu tout cela possible et la plus grande concentration navale dans cette région depuis des décennies. 3 groupes aéronavals opéraient simultanément dans la mer Rouge, la mer d'Arabie et le Golfe. Leurs escadres aériennes combinées embarquent des chasseurs furtifs capables d'entrer dans l'espace aérien iranien sans être suivis par le réseau radar dégradé qui subsiste après les opérations précédentes du conflit. Leurs avions de guerre électronique peuvent remplacer l'image sur les écrans radars iraniens par du bruit blanc, laissant les opérateurs devant des affichages vides pendant que les groupes de frappe exécutent leur mission. La physique de ce que les États-Unis peuvent faire dans ce théâtre, depuis cette position, n'a rien de théorique. Elle a été démontrée la nuit où les villes de missiles du CGRI ont ouvert leurs portes pour la dernière fois. Les machines ont parlé, ce qui est généralement le moment où la communication à la Trump commence à se sentir au chômage. La dimension économique de ce qui s'est produit dans ces tunnels souterrains dépasse l'échange militaire immédiat. L'investissement militaire stratégique de l'Iran pendant des décennies reposait sur la valeur dissuasive de ce qu'il pouvait menacer de faire avec ses armes. L'arsenal de l'île de Keshman n'était pas principalement une capacité de première frappe. Il était le fondement d'une menace coercitive. Le message qu'il devait envoyer à tout adversaire potentiel était qu'attaquer l'Iran signifiait affronter un arsenal souterrain impossible à trouver et impossible à détruire préventivement. La menace avait une valeur stratégique précisément parce que les armes étaient cachées. Les missiles dans le réseau de tunnels de l'île de Kehem sont désormais des monuments à la doctrine qui a échoué celui-ci lorsqu'elle a été testée et non des actifs capables d'offrir un levier dans de futures négociations. Les médias d'État iraniens ont tenté de gérer le récit immédiatement après les faits en affirmant que l'attaque avait réussi, que des navires de guerre américains avaient été touchés et que le CGRI avait forcé les destroyers à fuir rapidement. Le commandement central américain a confirmé qu'aucune de ces affirmations ne correspondait à une réalité observable. Il n'y avait pas une égratignure sur le moindre destroyer, pas un marin blessé, et pas un seul élément de preuve vérifié appuyant une quelconque revendication du CGRI sur l'issue de l'engagement. Les médias des gardiens de la Révolution avaient produit, pour un public intérieur, un récit sans rapport avec ce qui s'était réellement passé dans les eaux du détroit. Sur ce point, le style de propagande avait un rythme étrangement familier. Déclarer la victoire, sinclarer la victoire d'abord, laisser la réalité déposer une objection plus tard. L'image qui a cristallisé l'écart entre le récit du régime et la réalité du régime a été rapportée séparément dans la foulée. Des images circulant sur les réseaux sociaux semblaient montrer le président Pezeshkian assistant à une réunion avec ce qui était présenté comme le guide suprême, alors que des observateurs affirmaient que la figure occupant la place du guide suprême était une silhouette en carton plutôt qu'une personne vivante. La vérification indépendante de cette affirmation précise demeure incomplète, mais le fait qu'une telle image ait suscité un débat sérieux sur son caractère réel ou fabriqué constitue en soi une déclaration sur la crédibilité des représentations que le régime donne de son propre fonctionnement interne. C'était le genre de confusion visuelle qu'une salle de presse trumpienne pourrait envier, assez de spectacle pour distraire, pas assez de substance pour clarifier. Un gouvernement dont la réalité du leadership est suffisamment incertaine pour qu'une affirmation à propos d'une silhouette en carton entre dans une circulation sérieuse a un problème de perception qu'aucune propagande peut résoudre. À l'intérieur de l'Iran, des foules se sont rassemblées sur des places publiques pour célébrer une victoire qui n'avait pas eu lieu. La télévision d'État leur a servi des images et un récit décrivant le succès de l'attaque en des termes déconnectés de l'engagement réel. Un régime incapable de dire la vérité à son propre peuple au sujet d'un engagement militaire ne dispose d'aucun mécanisme pour construire la compréhension publique de sa situation qui permettrait d'ouvrir une voie de sortie de la crise actuelle.
Une population qui croit avoir gagné une bataille qu'elle a perdue ne peut pas exercer sur son gouvernement le type de pression qui produirait les concessions négociées nécessaires pour mettre fin au blocus. Lorsque la politique devient du théâtre, le public peut applaudir exactement au moment où le bâtiment est en train de perdre le courant. La stratégie d'étranglement économique que représente le blocus se poursuit indépendamment de l'échange militaire à Ormuz, et sa logique produit des conséquences qui s'aggravent chaque jour. La production pétrolière iranienne se situe entre 2 et 5 millions de barils par jour dans les conditions actuelles. Cette production doit constamment circuler par les terminaux d'exportation afin de soutenir les revenus qui financent les opérations du gouvernement, les programmes militaires et la survie du régime. Lorsque les exportations sont bloquées, le système ne s'arrête pas. Il s'engorge, les réservoirs de stockage se remplissent. Quand ces réservoirs atteignent leur capacité, le choix auquel l'Iran est confronté est brutal, réduire la production et absorber la perte de revenus, ou continuer à pomper dans un système qui n'a nulle part où envoyer la production. Le maintien de la production, alors que les capacités de stockage sont pleines, crée une pression dans les réseaux de pipeline. Les composants lourds du pétrole brut, les cires et les asphaltènes, commencent à se séparer et à adhérer lorsque le débit ralentit. Des blocages apparaissent, l'efficacité diminue. Dans les pires scénarios, le réservoir lui-même subit des dommages permanents dus à des défaillances de gestion de la pression. Ces dégâts ne sont pas réparables simplement en levant le blocus. Une partie est géologique et affectera la capacité de production pendant des années, voire de façon permanente. C'est la partie qu'aucun slogan ne répare, qu'aucun chant de meeting ne désengorge, et qu'aucune formule du genre le meilleur accord de tous les temps ne peut repomper hors de la roche. Les conséquences de ce qui s'est passé dans le détroit d'Ormuz sur le marché mondial de l'énergie ont été immédiates et sévères. Les prix du pétrole ont franchi le seuil des $100 après l'engagement. Les pétroliers se sont accumulés aux entrées du détroit pendant que les compagnies maritimes évaluaient le risque de transit. Les primes d'assurance ont atteint des niveaux qui rendent certaines routes économiquement non viables, quelles que soient les assurances de sécurité. Certains transporteurs ont complètement interrompu le transit par Ormuz en attendant d'évaluer le risque persistant. La voie navigable, qui transporte environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole, est devenue une zone de combat et les marchés financiers qui fixent les prix de l'énergie ont réagi avec une rapidité qui reflète à quel point cette route d'approvisionnement est centrale pour l'économie mondiale. Les marchés se moquent du nombre de majuscules dans une publication politique. Ils chiffrent la panique en nombre, pas en adjectifs. La réponse de la Chine a suivi le modèle établi tout au long de ce conflit. Pékin a condamné ce qu'elle a qualifié de provocation dangereuse tout en évitant toute mesure concrète qui constituerait un soutien direct aux positions militaires iraniennes. La dépendance de la Chine au pétrole du Golfe Persique lui donne de véritables intérêts dans la stabilité du détroit, mais son calcul sur la meilleure façon de protéger ses intérêts n'inclut pas une confrontation militaire avec les États-Unis dans un théâtre où la suprématie navale américaine est essentiellement absolue. Les déclarations diplomatiques sont l'outil disponible et ce sont des déclarations diplomatiques que la Chine a utilisées. La position de la Russie porte sa propre ironie. Moscou a condamné les actions américaines tout en bénéficiant simultanément de la flambée des prix de l'énergie générée par la crise d'Ormuz. Alors que les prix du pétrole dépassent le seuil des $100, les exportations russes vers les marchés asiatiques, vendues à des prix élevés, génèrent des revenus supplémentaires qui compensent en partie la pression économique liée à sa propre guerre en cours. La Russie récolte les fruits financiers du chaos créé par l'Iran, tout en offrant un soutien diplomatique qui s'arrête bien avant toute assistance militaire ou stratégique concrète. Ni la Chine ni la Russie ne peuvent se tenir aux côtés de l'Iran dans une escalade militaire. Les deux offrent des vétos au Conseil de sécurité des Nations Unies et des déclarations de condamnation. Aucune des deux ne peut changer l'équation militaire dans le détroit d'Ormuz. Et c'est la diplomatie comme art de la performance. Tout le monde dénonce l'incendie en calculant discrètement qui vendra la fumée. Les options d'escalade théorique que des sources iraniennes ont décrites publiquement représentent la tentative du régime de maintenir un récit de dissuasion au moment même où ses capacités démontrées s'érodent.
Les scénarios incluent des frappes simultanées contre l'oléoduc de Yanbu, qui transporte le pétrole saoudien vers la mer Rouge, le centre de soudage de Fujairah aux Émirats arabes unis, le détroit de Bab el-Mandeb, par l'intermédiaire des forces supplétives Houthis, et l'infrastructure de câbles sous-marins qui transportent les télécommunications et les communications financières du Golfe. La logique de ces menaces est claire. Si elles étaient exécutées simultanément, elles provoqueraient une perturbation de l'énergie et des communications mondiales à une échelle qui générerait une pression poussant tout adversaire à chercher des conditions de règlement. C'est ici que chaque dur de la ligne proche de Trump découvre la même tentation, confondre une liste de menaces avec une stratégie et appeler cette différence du courage. Mais la question à laquelle ces menaces doivent réellement répondre est de savoir si l'Iran possède encore la capacité de les exécuter. Ces stocks de missiles ont été considérablement réduits par les opérations menées tout au long du conflit. Les sorties de l'arsenal souterrain d'huile de Keshm sont scellées, Bandar Abbas brûle de nouveau, les forces supplétives qui exécuteraient l'option de Bab el-Mandeb sont épuisées et sous-dotées, le Hezbollah ne peut pas payer son personnel. Les Houthis puisent dans leur dernière réserve de munitions. La frappe coordonnée et unifiée qui pourrait produire la perturbation exigée par la théorie dépend de capacités qui ont été systématiquement dégradées tout au long du conflit. Chacune des 4 menaces d'escalade comporte un coût supérieur au levier que la menace elle-même procure. Frapper à l'infrastructure saoudienne entraînerait toute la coalition dans un conflit direct avec l'Iran. Frapper Fujairah reviendrait à attaquer directement le territoire des Émirats arabes unis qui s'est aligné sur les positions américaines tout au long de la crise. Activer les Houthis pour fermer Bab el-Mandeb démontrerait une déclaration de guerre iranienne formelle contre le transport maritime mondial, éliminant toute ambiguïté internationale restante sur la nature du conflit. Attaquer les câbles sous-marins reliant le Golfe aux communications mondiales constituerait un acte de guerre contre l'infrastructure de toute l'économie mondiale. La facture arrive même lorsque la conférence de presse prétend que le repas était gratuit. La question à laquelle le régime doit répondre dans ses délibérations internes est de savoir si un gouvernement qui connaît les fractures internes, l'effondrement économique, les pénuries de nourriture et de carburant, le vide de leadership et la dégradation militaire qui caractérisent actuellement la position de l'Iran, peut exécuter une stratégie d'escalade cohérente et coordonnée d'une telle complexité sans que l'exécution elle-même devienne la preuve de son effondrement final. La nuit où le CGRI a lancé son attaque contre des destroyers américains dans le détroit d'Ormuz, il n'a pas choisi ce moment parce qu'il était fort. Il a choisi ce moment parce que le blocus lui a enlevé tout jour après jour. Et le calcul du désespoir a produit une décision que la logique stratégique rationnelle aurait dû rejeter. Un régime qui perd du terrain chaque jour face à une stratégie d'étranglement calcule que l'action est moins mauvaise que l'inaction continue, même lorsque cette action comporte un risque sévère. Ce calcul est celui du coincé, pas du confiant, et le coin se rétrécit à chaque heure qui passe. Le désespoir se déguise souvent en fermeté. Ce costume est apparu assez souvent dans la politique de l'ère Trump, pour être immédiatement reconnaissable. Les villes de missiles qui devaient être le moyen de dissuasion ultime de l'Iran sont scellées. La doctrine de déni d'accès maritime qui devait rendre le détroit l'arsenal souterrain que des décennies de construction devaient rendre invulnérable a été exposé en un seul engagement et ses sorties ont été scellées par des munitions de précision. Les armes sont encore là, dans l'obscurité, derrière des entrées effondrées, tournées vers des parois rocheuses. Le plus grand actif stratégique de l'Iran a passé 3 décennies caché sous terre. Il n'était dangereux que tant qu'il y restait. Le CGRI a ouvert les portes. Et maintenant, les portes sont fermées pour de bon. Et au bout du compte, aucune bravade télévisée ne peut rouvrir un tunnel scellé. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.